quelques mois après, a été annoncé que le gouffre n'était plus franchissable parce qu'il était instable. Donc, il fallait imaginer un contournement de ce gouffre, et malheureusement, ce contournement était imaginé en terre. Donc, ces 4 lignes de 400 000 volts rentrent en terre au niveau de Seignos, la plage des casernes, et va circuler en terre sur les communes de Seignos, Sortosgor, en Grèce, Bénès-Marène, Cap-Breton, repartir en mer au sud de Cap-Breton et suivre toute la côte, tous les rivages, Pays Basque, Espagne, et revenir en terre et après rejoindre Gatica. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que l'actualité dans le sud des Landes est, quelque peu brûlante. Alors je suis avec Sophie, qui est membre bénévole du collectif Stop THT 40. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors depuis plus de 3 ans, on y reviendra, tu me donneras un peu plus de précision. Donc votre collectif qui a créé une association pour les démarches juridiques, donc LAE, Landes Aquitaine Environnement, tente de s'opposer ou du moins de proposer une alternative au projet écocide porté par RTE. En effet, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français a démarré des travaux hors normes sur la côte landaise. La construction d'une ligne à très haute tension de 400 000 volts de 400 km, donc qui doit rejoindre Cubnese en Gironde, Agatica en Espagne. Donc c'est une ligne qui est enterrée, tu me disais, à 1 mètre. Exactement. Sous les dunes, sous les pieds. Les pistes cyclables qui traversent les forêts, les habitations. 2000 mégawatts transitent par cette ligne. Alors, on ne sait pas trop ce que ça représente. En fait, c'est l'équivalent de la puissance de 2 réacteurs nucléaires. Exactement. On ne sait pas plus ce que ça représente, mais c'est énorme. Et elle doit être mise en service en 2027. Je te donne la parole aujourd'hui pour faire le point sur ce qu'il en est de ce projet, son historique et les nombreuses actions menées. Donc, pour rappel et recontextualiser, on est le 8 janvier 2024, non, 2025. Exactement, ça passe. Donc il y a une convergence des luttes depuis peu avec d'autres collectifs et organismes, donc pour un appel à la mobilisation. Exactement. Juste pour aussi préciser, le 26 décembre dernier, des écureuils se sont installés dans les platanes sur la place de la mairie de Cap-Breton avant de construire une zone à protéger dans la forêt à Haussegor, donc sur le tracé de cette ligne, et de s'y installer. Ces grimpeurs s'inscrivent dans une démarche pacifique. Leur but, c'est protéger la forêt et protester contre ce projet le temps qu'un moratoire qui a été demandé soit examiné par la préfète et le Premier ministre. Donc merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment vas-tu pour commencer ? Ah, c'est une bonne question. Un peu fatiguée parce qu'on sort d'une opération très chouette, un goûter pour les enfants qui sont allés à la rencontre des écureuils. Donc ça nous a occupé une partie de l'après-midi, mais en même temps très motivée et reboostée pour continuer ce combat qui est ultra important et ultra impactant. On commence par quoi ? Par parler des écureuils, de ce goûter de cet après-midi. On reprend l'histoire du départ. On peut peut-être raconter ce que c'est que ce projet, pour que tout le monde comprenne bien. Initialement, c'est ce projet porté par RTE et INELF est un projet d'interconnexion électrique de 4 lignes de 400 000 volts pour relier la France à l'Espagne. Donc très bien, jusque-là, solidarité électrique entre pays, rien à dire. Nous, on n'est pas forcément des experts de l'échange d'électricité entre pays, mais ça peut nous paraître
normale. On sait qu'il y a déjà 6 ou 8 lignes d'échange en électrique entre les deux pays, mais bon, soit. Si on nous dit qu'il en faut une, pourquoi pas. Cette ligne part de Bordeaux, à Cubnezé, la banlieue de Bordeaux, et file en terre, donc c'est une ligne enterrée à 1 mètre, en effet, comme tu l'as dit, et qui va traverser des zones de vin, passer sous des cours d'eau, dans des zones humides, dans des forêts, jusqu'à arriver vers Lacanau, au Porge, et là qui va passer sous la dune. Donc il y a un forage, c'est des forages qui font 15 mètres de diamètre, 20 mètres de profondeur, qui plongent sous la dune, qui passent sous la plage et qui filent en mer. Initialement, ce projet était après en maritime jusqu'en Espagne, et à Gatica revenait en terre, donc à nouveau repasser sous la plage, sous la dune, reforage, rechambre d'atterrage et aller jusqu'à Gatica. Le problème, c'est que les ingénieurs d'RTE se sont rendus compte qu'il y avait un gouffre, le gouffre maritime de Cap-Breton, qui existe depuis très 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 longtemps et dont on est très fiers. C'est une vraie richesse en plus c'est le seul port des Landes, Cap-Breton, à cause de ce gouffre, et ce gouffre allait être difficile à passer. En tout cas, ça allait être une innovation technologique pour le passer. Donc, il y a vraisemblablement eu des études, et c'est là où nous, on a découvert, nous, les habitants de Cap-Breton, des gros bateaux avec des grandes tiges en fer au large derrière nos surfeurs, puisque c'est des zones de surf dans toutes nos régions. Et on a découvert ces gros bateaux, et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils étaient en train de sonder pour voir comment passer le gouffre. Et c'est là que, moi, personnellement, j'ai appris le projet comme ça, visuellement, et je m'en suis ouvert à mes voisins, au marché, et on a découvert, en tout cas, notre famille a découvert ce projet, et on s'est renseigné, on a étudié, on a lu, et finalement, on s'est inquiété parce que ce gouffre, finalement, a été annoncé comme infranchissable. Donc, ce projet qui devait être du Porge en Espagne tout en mer, s'avère ne plus pouvoir passer le gouffre. Donc, on a su que RTE avait demandé une subvention extraordinaire à l'Europe pour passer le gouffre, justement, parce que c'était compliqué, on s'en doutait. Donc, ils ont eu juste 580 millions d'euros pour passer ce gouffre. Et quelques mois après, a été annoncé que le gouffre n'était plus franchissable parce qu'il était instable. Donc, il fallait imaginer un contournement de ce gouffre, et malheureusement, ce contournement était imaginé en terre. Donc, ces 4 lignes de 400 000 volts rentrent en terre au niveau de Seignos, la plage des Casernes, et va circuler en terre sur les communes de Seignos, Sortosgor, en Grèce, Bénès-Marennes, Cap-Breton, repartir en mer au sud de Cap-Breton et suivre toute la côte, tous les rivages, Pays Basque, Espagne, et revenir en terre et après rejoindre Gatica. Voilà le projet rapidement. Tu disais, tu as découvert fortuitement l'existence de ce projet. Vous n'avez pas été informé au préalable non, localement? Du tout. Pas du tout. Il y a eu très peu de communication. On s'est même demandé si c'était pas fait exprès de faire passer ce projet en catimini, parce que forcément, il allait faire grincer des dents. Et plus on avançait et plus on découvrait l'impact de ce projet environnemental, mais pas seulement. Et on n'avait aucune info. Alors après, il y a eu 2 enquêtes publiques. Et donc là, on s'est dit, chouette. Et personnellement, j'y ai même cru. Je me suis dit, ça va être le moment où on va pouvoir être écouté. On va pouvoir dire ce qu'on pense, poser nos questions, faire part de nos inquiétudes, co-construire, échanger, faire appel à des experts, peut-être proposer d'autres choses. Et on a pas mal mobilisé, les gens se sont pas mal mobilisés, puisque la première enquête publique, par exemple, il y a eu 2000 contributions. Et des choses très fouillées, des choses très documentées, des associations qui ont creusé, qui ont réfléchi, qui justement des experts qui se sont rassemblés, qui ont proposé des choses. Et là, contre toute attente, un commissaire enquêteur qui, au vu de ces 2000 contributions, dont on dit entre 96 et 98% étaient soit contre le projet carrément, soit contre le tracé, on a un commissaire enquêteur qui a rendu un avis favorable, sans réserve. Donc là, premier coup de semonce, c'est de se dire waouh, alors en fait, ces enquêtes publiques, elles servent à rien. Deuxième enquête publique, même à Kaby, 98% de gens contre, et on a un avis favorable, là avec quelques réserves. Mais il faut savoir que ces enquêteurs sont des gens payés par RTE. Ces enquêtes publiques sont diligentées par RTE, et que c'est pas des gens experts, c'est des gens à la retraite, un gendarme à la retraite. Il y a eu des incohérences. Par exemple, l'avis du Conseil national de protection de la nature a été oublié dans la deuxième enquête publique. On posait des questions, le commissaire enquêteur savait pas répondre, il s'en foutait un peu. Donc là, on s'est quand même pris une claque en se disant c'était le moment de s'exprimer, d'échanger, et on nous a roulé dessus parce qu'on s'est ressorti avec deux avis favorables. Ouais, qu'est-ce qu'on peut penser de ce rejet démocratique? Enfin, on vous donne la possibilité de vous exprimer. Le pourcentage est quand même sans appel. Sans appel. Et en fait, c'est balayé d'un coup de revers. D'un revers de main. Sentiment de trahison, non? Et de mépris, de trahison, oui. De mépris, de mascarade.
À quoi ça sert? En fait, vous deviez faire une enquête publique, mais vous n'écoutez pas. Et vous vous rendez compte que la population n'est pas pour. Alors nous, le collectif Stop THT, c'est monté en 2021 et s'est constitué après en association en octobre 2023 pour porter les recours, mais surtout pour sauvegarder l'environnement et être très vigilant sur ce projet. Ce collectif s'est exprimé, a fait moult propositions. Il y a eu des tas de tracés alternatifs proposés. Nous, on n'est pas, comme je le disais, contre le projet. Ok, ces lignes doivent passer. Ce qu'on demande, nous, c'est qu'elles passent avec le moins d'impact négatif possible. Donc, il y a des possibilités de le faire passer, ces 4 lignes, de les faire passer le long de l'autoroute. On pourrait très bien faire Bordeaux-Saint-Jean-de-Luz tout au long de l'autoroute ou le long des voies ferroviaires. Et là, on n'aurait pas d'impact sur l'océan, sur les dunes, sur la plage, sur les forêts. Ce projet peut être repensé, ce tracé peut être carrément repensé de manière plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement. Donc c'est ça notre message et notre combat aujourd'hui. C'est même pas que vous êtes totalement opposé et que vous contestez pleinement et que vous demandez à ce que ça s'arrête? Pas du tout. Une alternative existe qui serait beaucoup moins écocide que celle qui est en train de se passer sous nos yeux. Et il faut l'étudier et il faut la considérer. D'autant plus que les experts de l'environnement, puisque j'ai parlé du Conseil national de protection de la nature, eux qui sont sollicités, il y a ces 60 experts nationaux, les meilleurs français qui s'expriment sur ces gros projets. C'est obligatoire, hein, sur l'impact de ces gros projets sur l'environnement. Ces experts-là, eux, ont rendu un avis défavorable. Et on dit que il y avait deux axes importants, les espèces protégées, les zones et les espèces protégées, et le fait que l'alternative autoroutière n'était pas suffisamment étudiée. Pourquoi? Pourquoi cette alternative n'est pas suffisamment étudiée? Oui. On aimerait bien le savoir parce que c'est ce qu'on appelle de nos voeux. À notre avis, ça serait vraiment intelligent de le considérer parce que c'est des zones anthropisées. C'est déjà des zones où malheureusement, hein, mais bon, on a eu besoin de ces axes pour rouler et pour faire passer des trains. Mais c'est des zones où les arbres ont déjà été coupés. C'est des zones où passent déjà des réseaux. Il y a des réseaux de gaz, il y a des réseaux de télécom, il y a déjà des réseaux RTE d'ailleurs, hein, sur le long des autoroutes. Donc on a envie de dire, mais mutualisez vos réseaux. Que tout passe par là. Il y a pas d'école, il y a pas de dunes, il n'y a pas d'océan le long de l'autoroute. Il y a souvent peut-être quelques habitations, mais pas ce tracé-là qui vient percuter nos habitations, nos écoles, nos pistes cyclables, nos lieux de vie, nos commerces, nos plages et nos zones de surf, nos forêts. Et pourquoi pas étudier? RTE nous répond toujours un peu avec mépris, comme tout le temps. C'est un autre projet. C'est pas notre projet. Nous, on l'a imaginé comme ça. Voilà, il faudrait qu'on se remette à étudier un autre projet. On a envie de dire, ce projet-là, il a été imaginé en 2017. Il va être mis en service en 2028, ce qui était intelligent peut-être en 2017 au regard aujourd'hui de tout ce qu'on connaît sur l'environnement, sur le climat, sur tout un tas de choses. Peut-être qu'il faudrait revoir sa copie. Après, ils nous disent aussi des ouvrages d'art. Quelques ouvrages d'art en Espagne pourraient être difficiles à passer. Oui, mais ils ont reçu une très grosse subvention européenne pour passer le gouffre. On a envie de dire, utilisez-la pour passer les ouvrages d'art compliqués en Espagne. On comprend pas. On se demande s'ils veulent se faire aussi des références, est-ce qu'ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire des atterrages terre-mer. Mais nous, on n'a pas envie d'être les victimes quelque part de ce... Et les cobayes. Et les cobayes, exactement. De oui, parce que de ce que j'ai lu, de ce que tu m'as confirmé aussi en préparant un peu, c'est que c'est la première fois qu'une ligne pareille est installée en France. Il n'y a pas d'autres expériences comme celle-là. Elle est inédite, cette ligne. Cette puissance est inédite, ce tracé est inédit, on n'a pas de recul et surtout, on n'a pas d'études sanitaires de santé publique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande depuis des années. Prouvez-nous que cette ligne ne sera pas néfaste. On sait qu'il y a notamment une directive bateau qui dit que il faut pas qu'il y ait d'habitat sensible, de lieux accueillant des personnes sensibles, donc écoles, EHPAD, hôpitaux, maisons, hein, vie de famille. Donc là, sur ce tracé-là qu'ils nous proposent, il y a des endroits, ils y sont à 20 mètres, 40 mètres des maisons. Ils vont être sous les pistes cyclables, ils vont être près d'un projet d'école primaire et collège, près d'un petit centre universitaire, près d'un pôle santé, sous nos serviettes, sous nos surfs. Voilà, nous, on voudrait vraiment être sûr qu'il y ait pas d'impact. Ils vous ont dit, ils vous affirment qu'il n'y a pas de risque. Oui, quand on les écoute, tout va bien, Madame la Marquise. Il n'y a pas de risque. Sauf que... Croyez-nous sur parole. C'est ça. C'est pas plus risqué, ces lignes de 400 000 volts qu'un aimant sur son frigidaire. Après, tu l'as dit, hein, Saint-Laurent-des-Eaux, un réacteur, c'est 900 mégawatts. Là, on parle de 2000 à 5000 mégawatts. Donc, c'est un truc un peu énervé quand même. Donc, on connaît les lignes
très haute tension aérienne, il viendrait à aucune maman l'idée d'aller se balader avec un landau sous des lignes très haute tension. Là, on va se promener avec nos landaux, avec nos petits sur des vélos, à 1 mètre au-dessus de ces lignes. Donc non, on n'est pas rassuré et aucune étude ne nous rassure aujourd'hui. On veut pas être cobaye. Ils nous disent aussi, vous inquiétez pas, on va surveiller une fois qu'elle sera en service. Mais c'est extraordinaire. C'est ce que j'ai vu, qu'il y aurait une personne par ville qui serait suivie une fois les travaux terminés. C'est ça. C'est surréaliste quand même. Donc dans 1 an, ça va. Dans 2 ans, ça va. Dans 5 ans, les gars, on a vu un... Mais voilà, c'est juste pas possible. Principe de précaution. S'il y a un risque, on veut pas le prendre, ni pour nous, ni pour nos familles. On parle souvent de l'effet cocktail. On veut pas rajouter autre chose à déjà l'environnement dans lequel on vit. Si on a des solutions, et là, encore une fois, il y a une alternative, si cette ligne peut aller plus loin et s'éloigner de nos familles, s'éloigner de nos écoles, qu'elle aille plus loin. On veut pas vivre en permanence au-dessus de ces lignes. Nos enfants vont à l'école en vélo. Le matin, ils vont être sur la piste cyclable à vélo. S'ils sont à l'école qui va être déménagée au Gaillou, par exemple, l'école privée qui est trop petite en centre-ville, le projet c'est de la déménager au Gaillou au-dessus des lignes. Le gamin, la journée, il est à l'école à côté des lignes. Il rentre le soir, il habite aux Océanides ou il habite à la Clairière-aux-Chênes ou il habite sur la ligne. Il va dormir à côté des lignes. C'est juste pas possible. On peut pas avoir envie de ça. Comment ça a pu être validé par les élus? On peut en parler un petit peu ou c'est un sujet un peu sensible? Parce que moi, je disais aussi mon incompréhension, le laxisme. Alors, c'est peut-être un jugement de ma part, parce que je suis de projet d'un petit peu loin, là, je m'en rapproche, mais je ne comprends pas comment un tel projet... Ben, nous non plus. On comprend pas. On n'a pas compris. Est autant pris à la légère, ou semble-t-il à la légère, ou... Alors, est-ce qu'ils n'ont pas bien étudié les dossiers? Est-ce qu'ils n'ont pas bien lu? Est-ce qu'ils ont décidé trop vite? Est-ce qu'il y a eu des compensations? Est-ce que c'est assez opaque, tout ça? Cap-Breton, on a l'impression que l'équipe municipale en place a livré la ville sur un plateau d'argent à RTE. En gros, passer au milieu des forêts, passer au milieu en longeant les maisons, passer sous les dunes. L'opposition de Cap-Breton a elle voté contre. En Grèce, Bénès, il y a que le maire de Seignos qui a refusé de signer les autorisations de travaux. Lui, il a refusé. Mais malheureusement, utilité publique, la préfète lui roule dessus, nous roule dessus. Et aujourd'hui, on est très surpris. Les 5 maires se mettant autour d'une table, exigeant que ça passe ailleurs ou exigeant... À Bénès, il y a une portion qui va être le long de l'autoroute. Si tous les maires disaient on veut que tout soit le long de l'autoroute, au moins vers chez nous, ils étaient capables de s'opposer et ils étaient capables d'aller contester. Pour des sujets, les cabanes de plage par exemple, ils peuvent monter à Paris, aller négocier le bout de gras. Là, c'est hyper important. Il fallait qu'ils se mettent autour d'une table. Et nous, on a demandé, le collectif a demandé depuis des années à qu'il y ait des réunions avec préfètes, les 5 maires, la Max, les collectifs. Alors la Max pour les communautés de communes à travers le monde, la communauté de communes, aussi instance qui décide, qui a un avis sur les travaux. On voulait que tous les acteurs soient autour de la table et qu'ensemble on trouve la meilleure solution pour le périmètre, pour nos communes, pour les administrés, parce que les maires et même la préfète, ils sont censés aussi nous protéger. Donc aujourd'hui, avec ce projet, non seulement ils nous l'imposent comme un bulldozer, mais ils nous écoutent pas et ils nous protègent pas. Et ils ne se protègent pas parce qu'ils sont tout autant concernés que nous. Oui, après, la préfète va être nommée sur un autre poste, elle vient d'une autre région. Elle vit bien dans la région aussi, elle est confrontée potentiellement à ces 400 000 votes aussi. Alors après, lors d'une réunion, elle nous a dit qu'elle n'était pas en vélo. Elle est peut-être en voiture avec chauffeur. Voilà, une caisse de Faraday pour se protéger. Voilà. Mais oui, toute personne sensible à l'environnement, voilà, c'est incompréhensible. Toute personne qui a des enfants, toute personne qui se renseigne un peu, qui voit ce qui se passe avec le climat, nos bilans carbone, nos impacts, tout ça, c'est de plus en plus connu. Un projet imaginé en 2017, aujourd'hui, on le regarde pas d'un même œil. Donc, il faut pouvoir se remettre en cause, il faut pouvoir réfléchir, il faut l'intelligence collective. On se met autour d'une table. Nous aussi, on connaît notre région. Les gens du collectif ont fait monter les gens de RTE dans leur voiture pour leur montrer dans la forêt. Ici, non. Ici, c'est possible. Là, ça serait une bonne idée, ça. Et on n'a pas, encore une fois, balayé d'un revers de main. Il y a une dame de RTE qui nous a dit une fois lors d'une réunion, mais arrêtez de proposer des alternatives. Vous nous fatiguez. En gros, c'était ça. Non seulement ils nous écoutaient pas, mais on leur casse les pieds. Continuer. Ben oui, et on continue.
et on continuera, on gros, lâchera vous pas. ne vous épuisez pas trop dans ce combat-là, puisque c'est aussi les termes que tu On ira emploies. au bout, on ira au bout. On est tellement, c'est tellement important et on est engagé. Évidemment, les gens qui composent le collectif sont des gens ultra engagés, qui comptent pas leurs heures, qui bossent jour et nuit, qui lisent les documents, qui vont chercher les meilleurs experts, qui partagent, qui vulgarisent. Franchement, il y a une équipe. Combien vous êtes dans le collectif? On a 8000 personnes qui nous suivent sur Instagram, on en a sur Facebook, on est sur Twitter, on est très suivi par les médias. On a eu beaucoup de parutions de reportages. On a eu du 20h de France 2, on a eu TF1, on a eu BFM TV, Le Figaro, Le Monde, France Inter, France Info, Vaquita, La Relève et la Peste. On a beaucoup de médias qui suivent. Ouais. Sud-Ouest, Ouais, la presse écrite, France 3. France 3 était encore aujourd'hui avec nous dans la forêt. Un photographe de Sud-Ouest, reporter. Ouais, on a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à notre combat et à notre demande de tracé qui est complètement légitime. Tu parles des questions environnementales, le climat, etc. J'ai envie de dire même le fait que ça touche au vivant dans son ensemble, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis il n'y a pas d'études de santé publique, déjà, de se dire, mais mince, attends, et moi, je me suis préoccupée par les répercussions que ça peut avoir sur ma santé, celle de mes enfants, de mon voisin. Exactement. Rien que ça, en fait. C'est pour ça que je dis que la préfète, ça les concerne tous, parce que ça concerne leur santé aussi. Ouais, c'est là où j'avoue que je saisis pas comment on peut laisser passer un projet comme ça. C'est peut-être le droit sur la couture, et on nous dit de faire ça, on y va, on fonce, on va dans le mur, et puis après moi, le déluge, quoi, parce que je serai sur un autre poste, dans une autre région, que finalement, ce truc me casse les pieds, on va très très vite, on fonce, sauf que il y a des lois, sauf que et là c'est un tracé qui passe, le tracé actuel dans des zones Natura 2000, c'est des zones protégées, dans des lois BC, sur des lois protégées, des zones protégées loi littorale. Il y a 17 espèces protégées également. On peut pas. Le CNPN dit ça aussi, dit l'environnement, on le piétine pas. Et il y a des choses à respecter. Donc même si on comprend, on a besoin de s'échanger de l'électricité, on le fait pas à n'importe quel prix. Parce que c'est quoi le but en fait de cette interconnexion? Échanger de l'électricité entre la France et l'Espagne, la solidarité électrique entre les deux pays. Il y en a besoin. Alors moi, je suis pas personne pour dire, c'est ce que je disais au début, il y a déjà 7 ou 8 lignes qui existent entre nos deux pays. Est-ce qu'il y en a besoin de plus? Mais on a envie de dire, peut-être pas, mais s'il y en a besoin, faisons-le intelligemment. Pas avec des impacts aussi néfastes pour l'environnement et pour nos familles et pour notre santé. Les travaux ont commencé il y a plus de 3 ans, 4 ans maintenant. Concrètement, aujourd'hui, on en est où? Si on fait un état des lieux, essayer de décrire justement, on disait qu'il y avait aussi quand même un problème d'information de manière générale. Ouais. On découvre en marchant, on se lève le matin et on est horrifié. En fait, on a vu, ça a commencé les chantiers en arrière dune. Donc là, on n'en croyait pas nos yeux parce que nos enfants, depuis qu'ils sont petits, on leur dit de pas mettre un orteil sur la dune. Et Dieu sait si les dunes sont protégées. Moi, je suis à la Bagne, il y a des panneaux partout. Ils ont L'ONF fait met des passerelles panneaux pour pas marcher sur les dunes. Enfin, c'est un non-sens absolu. On met nos sapins de Noël religieusement tous les hivers pour protéger la moindre pousse, la moindre brindille. Et on a vu des machines arriver, bétonnées. On a appelé ça le parking d'Intermarché, quoi. Il y a un sens giratoire. Il y a une base vie de 3 étages. Il y a des camions toupies qui tournent sans arrêt. Il y a des grues, il y a du bruit. Ça tremble. La dune s'affaisse comme de la neige, quoi. Ouais, vous avez pris des photos, on voit avant, après. Alors après, RTE dit, mais c'est le vent. Bien sûr que c'est le vent, sauf que quand on est à côté de leur barbelé, parce que s'il y a des barbelés partout et que tout est surveillé, quand on prend des photos, on se fait engueuler. Mais on tremble, nos jambes tremblent, on respire les odeurs. On a vu des nappes phréatiques remonter, parce que c'est un forage énorme. 15 mètres de diamètre, 20 mètres de profondeur. Ils mettent des produits pour assécher. L'autre jour, il y a une dame qui nous disait, mais l'eau est presque rose, l'eau qui ressort. Mais il y a quoi comme produit dedans? Ça se mélange à quoi? Aux zones humides, à la nappe phréatique, à l'océan. Il y a des colonnes de béton, il y a des kilomètres et des kilomètres de camions toupies, de camions citernes qui déversent leur béton sans arrêt au pied des dunes. C'est dément, c'est dément. Et on découvre les travaux. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, au Porge, c'est pareil, même punition, même travaux, même donc à Plage des Casernes, pareil. On fore, on passe sous les dunes. On a déjà creusé pour faire la chambre d'atterrage. Sous les pistes cyclables, on a déjà vu des fourreaux. Alors, ils sont vides pour le moment, mais des fourreaux qui s'installent. Et ils vont très vite, et ils commencent par les trucs les plus impactants.
La forêt, on les a vus débarquer et en 2 jours, ils avaient dézingué des centaines et des centaines d'arbres. Et il y a des arbres protégés, des chênes lièges. On peut pas toucher, nous, dans nos jardins, un chêne liège. Il y a des chênes lièges de 150 ans qui sont tombés. Tu me disais la vidéo de cette dame qui pleurait en fait en même temps qu'elle filmait la scène. C'est une dame du Gaillou qui nous racontait, en plus, elle est d'ici depuis plusieurs générations. Ses grands-parents ont fait des cabanes dans les arbres, ses arrière-grands-parents peut-être aussi, ses enfants depuis qu'ils sont nés jouent au Gaillou dans la forêt ou à Boueb. Et elle a entendu les machines, elle s'est précipitée, elle a filmé pour tout le monde. Et on entendait son souffle, mais ça nous a donné la chair de poule. Elle disait, mais c'est pas vrai, mais j'y crois pas, mais ils l'ont pas fait. Et cet arbre, il est tombé aussi. Mais celui-là, il avait plus de 100 ans. On était au pied de cet arbre. On l'entendait, elle s'essoufflait, les sanglots montaient dans sa voix. Et on s'est tous précipités. Et c'est un massacre. C'est un massacre. Les branches sont cassées, les racines sont pétées dans tous les sens. À Boueb, il y a la promenade des Neuf Tucs, qui est une très jolie promenade. On est plein de Cap-Bretonnais à y aller. On court dans la Pinède, on s'y balade. Enfin, c'est un poumon vert pour Cap-Breton. Et là, on a sur une surface de 7 mètres de large, quand ils la respectent, parce que bien des fois, c'est plutôt 12 ou 14 mètres de large, d'arbres dézingués. Là, il y a plus rien. Et il y a plus rien, et il y aura plus rien, parce qu'il faut que rien ne repousse. Il y a une servitude, et il faut pas que les racines d'arbres puissent toucher ces câbles à 1 mètre de profondeur. Donc là, on a une zone de terre brûlée où il y aura plus rien. Donc oui, cette habitante-là du Gaillou avait des sanglots dans la voix, et on est tous comme ça. On se promène dans la forêt, on arrive dans la zone massacrée, on a la chair de poule. Ouais, on a mal. Et nos enfants ont mal, et ne comprennent pas. Ouais, c'est terrible. On peut pas être insensible. J'ai fureté un petit peu sur votre site, mais quand on lit atteinte de la biodiversité, impacte les océans, les dunes, les forêts, la faune et la flore, potentiellement la santé puisque aucune étude sanitaire ne prouve l'innocuité de ce projet, pollution des sols et des nappes phréatiques, impact sur le trait de côte, impact sur le réchauffement climatique, impact des enrochements sur les vagues, impact économique, dunes éventrées, bétonnées, disparition de milliers d'arbres, destruction d'espèces protégées, coûts et impacts environnementaux, ah oui, le plus cher, le plus destructeur, non-respect de l'avis défavorable du CNPN, et j'en passe. Un cauchemar. Ah oui. Un cauchemar. Et on est dans une démarche de sauver la planète. Donc, il y a une dissonance qui est. Ouais, on peut pas laisser passer. On peut pas laisser passer ça. Après, pour répondre à ta question aussi, ils sont à 10% des travaux. Alors, c'est des trucs très visibles, très impactants, des trucs qu'il fallait vite dézinguer. Les arbres qui sont tombés, qui ont 100 ans, on les reverra dans 100 ans. Hein, il y aura pas de compensation. C'est des. Ah ben non, puisqu'ils doivent pas repousser. Et en plus, ils doivent pas repousser à cet endroit-là. Non, on les reverra pas là. Les prochains, il faudra attendre 150 ans pour les voir en bordure ou ailleurs. Mais ils ont fait les trucs qui allaient le plus hérisser le poil de tout le monde, très très vite. Ce qui est dégueulasse, parce que des recours en justice ne sont pas purgés. Il y a des décisions qu'on attend, qui pourraient tout faire arrêter. Donc c'est juste du vandalisme à ce niveau-là. Et tu me disais, ils travaillent jour et nuit, les jours fériés. Ouais, on y était encore le 1er janvier, il y a les machines, il y a les équipes, c'est allumé le jour, la nuit, ça fait du bruit tout le temps. Non, franchement, c'est horrible. Ils vont vite, ils vont très vite pour pas avoir à reculer, sauf que, encore une fois, il y a une justice dans notre pays, nous on y croit, on croit beaucoup à nos recours, on fait constater par huissier toutes les irrégularités, on se battra jusqu'au bout, et tant que la ligne n'est pas mise en service, on se battra et on la fera bouger. Comment est né le collectif ? Le collectif est né d'habitants, de papas, de mamans, de vétérinaires, de retraités EDF, de surfeurs, de commerçants, qui se sont mobilisés, qui ont découvert ce truc immonde, quoi. Et plus on avançait, et plus on se renseignait, et plus on découvrait que ça n'allait pas. Et après, l'idée, c'était le collectif de se dire, on va proposer des choses, on va aider, on va proposer des alternatives. Ce que je disais, on les a emmenés dans la forêt, on a discuté avec eux, on leur a demandé des réunions, on a posé des questions, on participe au comité de suivi, qui est entre nous un petit peu une mascarade, mais on a des 5 ou 6 pages de questions qui sont encore sans réponse. Mais voilà, ce collectif est là pour protéger l'environnement, pour protéger nos régions, pour protéger nos communes, protéger nos familles, protéger notre futur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi peu de prise de conscience ? Je me mets dedans, je me souviens, je suis allée voir les écureuils à Cap-Breton et je parlais avec Géraldine. Elle disait il y avait un problème d'information en général
sur ce projet, sur l'existence de ce projet, mais au niveau local, en fait. Ouais, au niveau local, même au niveau national, c'est ce qu'on disait, hein, c'est en catimini, on fait vite. Malheureusement, les premières réunions publiques se sont passées au moment du Covid. Donc, pour de la concertation, on fait mieux quand même, chacun derrière son écran. Bizarrement, piloté par RTE, ces conférences. Donc, quand il y a des questions qui gênent, les micros s'ouvrent pas. Hein, on reste un peu muet. Et on décide quand c'est fini et on trie un peu. Donc ça, c'est quand même pas chouette en termes de démocratie et en termes de liberté d'expression et même de co-construction. Là, on n'était pas du tout. On n'a jamais avec RTE été dans l'écoute. On n'a jamais été, ils nous ont jamais considérés. Ils nous ont méprisés dès le début. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est d'une grande violence. Mais pourquoi la mobilisation? Nous, on a fait le boulot de partage, de vulgarisation, de communication. On fait le boulot que devrait faire RTE, que devraient faire les communes. Pas à nous d'aller expliquer à tout le monde ce qui se passe. Alors ils mettent parfois, quand ils ont vu qu'on communiquait pas mal et que les médias nous relayaient, tout d'un coup on a vu apparaître dans certaines boîtes aux lettres un très joli leaflet en couleur recto verso, questions vraies, questions fausses, sauf que c'est bourré de mensonges et on n'arrête pas de donner des infos, et même documentés. On va chercher dans leurs documents. Voilà, c'est 1 mètre. Oui, on dézingue les arbres et ils repoussent pas. La compensation, c'est bullshit. Oui, on fragilise la dune. Oui, enfin tout un tas d'arguments. On est capable d'aller les contredire. Donc ça, petit à petit, les gens comprennent, les gens s'intéressent et on sent que la mobilisation grandit. Comme tu disais, on a fait des manifestations, on a fait des conférences, on a tracté au marché, on a fait intervenir des experts, et on a fait des moments joyeux, des moments festifs, des soirées. On a fait, et là encore, cet après-midi par exemple, on avait un goûter avec des enfants. Oui, on en revient à ce goûter. Trop chouette, trop chouette. Avec les écureuils. Alors trop chouette. Oui, alors là, les écureuils, quand on a vu les écureuils arriver dans notre combat, on les connaissait un petit peu de loin puisque le GNSA est une association qui suit notre combat et Thomas Braille, le cofondateur du GNSA, est venu par exemple à Boueb, dans la forêt, et nous sensibiliser justement aux richesses de biodiversité, de ces arbres. Il nous a dit, faut jamais que ces chênes lièges centenaires, ces arbres remarquables ne tombent. On se battra pour qu'ils ne tombent pas. Bon, malheureusement, ceux-là, on n'a pas pu les sauver, mais on espère sauver les suivants. Mais et ces écureuils sont nés au début avec le GNSA, se sont mobilisés sur la 69, sur d'autres combats. Et quand on a vu qu'ils arrivaient dans la région et qu'ils nous proposaient leur aide, on s'est dit, mais génial. Qui sont les écureuils? Parce qu'on imagine l'animal. Alors, c'est des grimpeurs et des grimpeuses. C'est super chouette. Il y a des filles aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et c'est des gens qui ont, ces valeurs de protection de l'environnement chevillées au corps et qui, pour protéger la forêt, pour protéger le vivant, ont une forme douce de rébellion. Ils montent dans les arbres, ils grimpent de manière douce et ils dorment dans les arbres. Ils vivent dans la forêt et souvent ils se mettent sur le tracé pour montrer leur inquiétude, leur insatisfaction, quelquefois leur colère, pour peut-être ralentir parfois des travaux. Et eux, on les a vus arriver à Cap-Breton, comme tu disais, à la mairie de Cap-Breton, le soir de Noël. Un matin, on a vu, ils étaient 5 grimpeurs et grimpeuses dans 3 platanes et un pin, et avec des banderoles de « On protégera le vivant, on est là ». Nous, on a applaudi des 2 mains, on était tellement contents. Il y a également XR, Extinction Rébellion, l'antenne des Landes, qui s'est mobilisée autour de cet événement-là. Donc là encore, on s'est dit chouette quoi, les luttes convergent et on en a besoin. Nous, on était des petits, des locaux dans la région. Eux, ils sont plus gros, plus aguerris, plus formés parfois. Ils peuvent nous conseiller. Et surtout, ils ont aussi une force une présence, une force de communication. Ils ont des communautés, ils savent très bien les utiliser. Ils font des trucs super sympas comme des ateliers grimpe. Ils font grimper les gens, les jeunes. Et là, cet après-midi, c'est des mamans en fait, une maman d'une école d'Osgore qui a vu les travaux, les blocages des routes là, puisque là maintenant on est en train d'être en circulation bloquée ou alternée. C'est une vraie pagaille dans toutes les zones de nos communes et qui a vu les grosses machines et
qui a dit mais comment on peut sensibiliser les enfants? Ils ont vu les images des écureuils, c'est génial, allons les rencontrer. Et nous on a dit trop cool comme idée. Et on va monter un goûter. Donc de manière prévue, un peu au débeauté, on a monté donc cet après-midi un goûter où sont venus des familles, des enfants et les écureuils sont descendus, sont venus les rencontrer, répondre aux questions. Les enfants sont montés, ont vu des baudriers, des cordes, enfin ils leur ont tout expliqué. C'était vraiment un moment joyeux, festif, des parents inquiets, des enfants curieux, des ados qui viennent aussi, qui nous disent moi je suis du collège de Sgor, j'ai envie de me mobiliser, comment je fais? Je filme, je fais une quête, si je fais 1 euro dans ma classe, on a 40 euros, on vous le donnera au collectif, on peut adhérer à votre association, on peut acheter des t-shirts, on peut relayer vos coms. On sent que les gens sont là de plus en plus, ça fait chaud au cœur, on en avait besoin, et se rendre compte les chantiers, les travaux, les blocages, les arbres qui tombent, ça bouge à l'intérieur aussi de nous tous. Ouais. Je comprenais que la première intervention des écureuils à Cabreton, c'était pour impacter et interpeller peut-être l'opinion publique. Exactement. Interpeller les médias qui sont venus très rapidement sur les lieux, effectivement, les interviewer. Là, on est passé à une étape supplémentaire, donc occupation. Là, on fait le village. Ils ont fait leur nid. Ils ont dit on arrive, on est là. Vous allez compter avec nous maintenant. On va discuter, on va échanger, on va vous aider. Et puis maintenant qu'on est là, on va faire notre plus gros nid. Donc ils ont monté une plateforme en bois en à peine 2 jours, quoi. Ils ont monté un truc hyper respectueux des arbres, à 5 mètres ou 6 mètres de hauteur. C'est presque super joli, quoi. Quand on regarde un des écureuils à sa nacelle très très haut, il filme d'en haut quelquefois, on voit ces images, ça donne la chair de poule. Ils vivent avec les arbres, ils bougent, les arbres bougent, la plateforme bouge, ils ont eu la pluie qui applaudissait, on avait l'impression que la pluie applaudissait, et ils veulent, et ça va devenir un village. Ils appellent à la mobilisation. Ils ont lancé plusieurs appels en disant regardez, il y a des superbes arbres autour. Il faut venir les protéger. Venez nous aider. Donc ils appellent ils appellent ça une zone à protéger. C'est pas une ZAD, c'est une zone à protéger. Et toujours dans la bienveillance. Nous, enfin en tout cas le collectif, on n'est pas des durs. Encore une fois, on est des parents, des papas, des mamans, des surfeurs, des gens d'ici. On n'a pas envie de tout casser, surtout pas. C'est la dernière des choses dont on ait envie, mais on a besoin d'aide là, on a besoin. Ils sont venus spontanément. Oui, alors XR a enclenché la démarche et communique beaucoup dessus, donc on relaie pas mal aussi leur communication. Après, on sait que des gens comme Attaque, écoutent, regardent, partagent des infos. On a La Voix est libre qui nous suivent, le GNSA qui nous suivent. Et puis, on a aussi des partenaires comme Sea Shepherd qui sont derrière nous, très solides, qui nous aident aussi dans les recours pour la justice. On a DMA, la défense des milieux aquatiques. Alors il me faudrait du temps parce qu'on a plus de 40 partenaires maintenant, mais on a Patagonia, gros partenaire et acteur de la préservation, de la protection de l'environnement. On a Oxbow, tout récemment, là, qui est venu, et on a aussi des associations locales. On a Save la Mermaid, qui est une association de Maud Lecard, qui est une supportrice de la première heure avec Joanne Duru, champion qui était au JO en surf, qui nous suivent, qui habitent à Seignos, qui sont aussi hyper inquiets pour les plages, pour les vagues, pour... Oui, parce qu'on ne sait pas les répercussions que ça va avoir aussi au niveau des espèces marines, même de la configuration, même de l'impact que ça peut avoir sur alors je vais mal le formuler, mais sur les vagues en fait, sur la formation des vagues. Sur les spots de surf, parce que les bancs de sable sont importants, et nous on est une région de surf, Osgore, même Lacanau, le Porge, tout ça, c'est des régions extraordinaires de surf, ça amène énormément de tourisme, de dynamisme à la région. Il y a des gros champions, il y a des compétitions de surf, et on sait que aujourd'hui quand on demande à RTE, mais les câbles là au fond de l'eau, comment ça se passe? Alors, ils sont très vagues, sans mauvais jeu de mots. Soit on les enterre, donc on va gratter les fonds marins, pas bon du tout pour la vie des fonds marins. Ou alors on va les enrocher, on va mettre des amas de roches au-dessus. Ou alors on a vu aussi des schémas, on va mettre des matelas de béton pour les immobiliser, parce qu'on a des régions où il y a des tempêtes, ça remue l'océan quand même. Et donc nos copains surfeurs, ils disent... ouais, mais attendez, les bancs de sable, ça les bouge, ça fait quoi? Ça remue de la pollution. Nous, on est dans l'eau tout le temps. Est-ce que ça peut modifier? Alors, RTE dit, mais vous inquiétez pas. RTE, les spécialistes du surf, vous inquiétez pas. Votre terrain de jeu sera pas modifié. Mais aujourd'hui, on est sûr de rien. Même la pollution, le fait de gratouiller les fonds marins, on sait qu'il y a des zones où il y a des munitions militaires. Pas génial d'aller peut-être les trifouiller. On a lu dans les documents d'RTE au droit de Biscarrosse, il y a présence de chrome.
peut-être pas les gratouiller non plus. Alors, il le prévoit, hein. Si on gratouille, pollution au chrome, on fera ci, on fera ça. Mais no way, on n'a pas du tout envie que vous alliez gratouiller des zones polluées. Juste n'y touchez pas. Et allez vous mettre ailleurs. Allez vous mettre le long de l'autoroute. Évitons tous ces impacts. Et après, vous, on vous accuse d'être éco-terroriste. Tout est inversé, hein, c'est fou. C'est fou. Et là, la grande réponse, mais ça, on l'a dans tous les combats, c'est qui le terroriste? Qui c'est qui agresse? Qui c'est qui est violent? Qui c'est qui est méprisant? Qui c'est qui n'est pas respectueux du vivant? Respectueux des arbres, respectueux de nos écosystèmes, respectueux des espèces? Qui? De vouloir préserver l'environnement, le vivant, c'est ça le nouveau terrorisme en fait. Ben c'est ça. Faire de la permaculture. C'est ça. Penser à de la sobriété, je sais pas, moi, on nous dit tous à vélo, on est les premiers. Moi, je passe ma vie à vélo, je fais tout à vélo, mes enfants aussi. Sauf qu'aujourd'hui, le vélo, si c'est pour me mettre à l'aplomb, 1 mètre au-dessus de la ligne 400 000 volts, j'ai peur. Avec un vélo électrique? Ah il deviendra peut-être électrique. C'est peut-être ça le positif, si on veut être positif. Mais encore une fois, on veut pas prendre le risque. On veut pas jouer à ça. C'est les écureuils qui défendent le vivant, les arbres, qui dorment dans la forêt, qui ont dit ouais, vous êtes des écolos terroristes ou des. Mais non, mais peut-être que dans quelques années on s'en rendra compte. Mais nos enfants, on est challengés par nos enfants parce que nos enfants sont plus sensibles à ces causes-là et sont en train de nous dire ouais, c'est ça que vous allez nous laisser. C'est ce cadeau-là, cette concession-là pour 40 ans, c'est un truc empoisonné là que vous nous filez et vous avez laissé faire. Mais non, parce qu'on est tous responsables. Donc non, on va pas laisser faire. Et on se battra jusqu'au bout. Parce que bon, dans 40 ans, on sera peut-être mort, hein, mais nos enfants ou nos petits-enfants, eux, ils vont vivre avec ça sous les pieds. Ouais, ils nous challengent. On se promène en forêt avec eux, ils nous tirent par la manche. Qu'est-ce qui se passe là? On marche sur la dune, on se fait engueuler, et ils défoncent tout, vous laissez faire. Et on va leur dire surtout ne va pas marcher sur la dune, allez protéger. Et voilà. Et non, on laissera pas faire. On se battra. D'où te vient, toi, cet engagement viscéral? Et certainement aussi le même engagement que tous ceux qui sont avec toi dans ce collectif. Ouais, on est... moi, personnellement, je suis du Sud-Ouest, plus dans les terres, mais j'ai rencontré un mari surfeur, donc on passait toutes nos vacances plutôt sur la côte. Mais cette région, elle est sublime. Quoi, il y a tout. Il y a la forêt, il y a des grandes plages, c'est sauvage. Encore peu construit, croisons les doigts, parce qu'il y a aussi un peu peut-être des choses à surveiller de ce côté-là, mais tous les gens du Nord, les Norvégiens, les Suédois, ils adorent ces régions, ils viennent là, même économiquement. Est-ce que ces gens-là, on va pas les perdre si aujourd'hui on leur dit qu'ils vont venir passer leurs vacances, le camping des Oya, la ligne elle est en face à côté de la piscine, sous leur bungalow, et donc moi cette région, je l'adore, on y est bien, on y vit bien. Je suis révoltée qu'on la saccage. Alors qu'il y a d'autres solutions, encore une fois. Après, moi, l'engagement, mes valeurs, le sens de l'injustice, c'est quelque chose de fort chez moi. Peut-être de mes parents, j'ai toujours été engagée, même ado. Je suis engagée dans des associations de violences faites aux femmes. Je suis engagée pour ma famille. Et rien que ça, rien que ces engagements-là, on remonte les manches et on y va parce que c'est juste pas supportable. On peut préciser, t'as posé 2 jours de congé aujourd'hui et demain. Ouais. Pour être dans les actions. Exactement. T'étais cet après-midi au goûter. T'as encore ton sweat Stop THT. Exactement. Avec mon autocollant et mon cœur brisé électrique. Oui. On est dans l'action et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on compte pas nos heures, on bosse jour et nuit et par moment, qu'est-ce qui est le plus important? Et là, il y avait des grosses actions. Il y a les écureuils qui sont là. On se bouge. Et là, j'y mets 2 jours de congé, mais ça vaut la peine, non? Tout à l'heure, tu disais, les petits jeunes là qui demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire, relayer sur les réseaux, acheter votre sweatshirt, etc. Effectivement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a plein de choses à faire. Ouais, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, StopTHT40. On est sur Facebook. On est sur Twitter. On a un site aussi, stoptht40.org, où on met des informations. L'actu, c'est vraiment les réseaux sociaux, parce que ça va très vite. Là, on découvre les écureuils, on poste, on met des photos, on met des vidéos. Oui, il y a beaucoup de stories. Beaucoup de stories. Vous pouvez liker, vous pouvez reposter, vous pouvez commenter. Ça donne de la force à ces communications. Vous pouvez interpeller
aller chercher des élus, aller demander des comptes, écrire à la préfète, écrire au Premier ministre, balancer des mails. Oui, parce que j'ai parlé en intro qu'il y avait un moratoire. On peut en dire 2 mots. Ouais. Il y a un moratoire qui a été envoyé par le collectif il y a 15 jours, 3 semaines au Premier ministre et à tous les ministres concernés par ce projet, à la préfète bien sûr, où on demande de stopper de ce massacre, d'arrêter, de réfléchir et de considérer, comme le demande le CNPN, la solution autoroutière. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, on avait assez peu de réponses. La préfète vient de répondre là dans l'après-midi un truc complètement à côté, mais on va étudier ça et on va ça répond pas du tout à la demande puisqu'on stoppe rien et au contraire, il nous envoie là au goûter par exemple, c'est un goûter d'enfant dans le milieu de la forêt, dans la bienveillance et dans les sourires. On avait 4 voitures de police, de gendarmes et 15 personnes en bleu pour nous terroriser les familles. Donc non, c'est pas du tout stoppé, c'est pas ça qu'on veut. On veut une réunion, on veut réfléchir, on veut tout le monde autour de la table. Et tant qu'on n'aura pas ça, on continuera. Donc on peut leur écrire, le relayer, on peut leur écrire. Je sais que j'avais cliqué sur un lien où ça va amener directement en boîte mail avec un mail déjà. Enfin, j'ai trouvé ça super. Oui, il y a eu une possibilité d'envoi de mail automatique. On peut signer les pétitions. On peut adhérer à l'association parce que financièrement, c'est un combat aussi qui se mène. Oui, tu disais les recours juridiques, les pénalités que vous prenez. Il faut payer les avocats. RTE est très riche. Nous, on paye nos photocopies avec notre cagnotte, notre tirelire cochon, en gros. Donc oui, adhérer à l'association, c'est 20 € pour adhérer. On peut adhérer en ligne sur notre site. On peut acheter, comme tu disais, nos t-shirts, nos stickers. On peut faire des dons. Parce que c'est des fiscalisables, donc on peut même faire un don si on est loin, qu'on peut pas se mobiliser, mais si c'est important, on peut donner de l'argent. Et puis après, venir sur le terrain, faire des contenus, proposer des actions, relayer, interpeller des élus, aller chercher des personnes connues, des sportifs. Ah oui, alors on a parlé de ça. Tu me disais que vous vous démeuniez pour essayer de trouver, des personnalités qui ont une visibilité, une notoriété que vous n'avez pas. Ouais, exactement. C'est pas facile de trouver. C'est pas facile, mais là récemment, on a il y a Clovis Cornillac, sa famille, qui nous a envoyé une photo avec une pancarte Stop THT40, non au tracé. Il y a Tom Frager, qui est aussi un chanteur qui habite la région, qui se mobilise beaucoup. Tout ça, ça compte. Toute la visibilité, tout le soutien. Déjà, ça fait chaud au cœur, ça nous aide, ça nous donne des ailes. Mais en plus, ils ont des communautés, tous ces gens-là, donc ça partage. Et on se rend compte encore aujourd'hui, là, il y a des gens, quand ils découvrent les écureuils, qui nous disent « Ah, mais on n'est pas au courant. C'est quoi ce projet ?» Nous, on a l'impression d'avoir remué ciel et terre pour en parler. Mais c'est pas encore suffisant. Faut encore continuer à partager. Donc oui, interpeller, aller chercher des personnes connues, discuter, même vos familles. Venez aux manifs avec vos familles, parlez-en à vos enfants, montrons des actions. On a des danseurs on a un rappeur qui est en train de nous faire une chanson. On peut tous reprendre le refrain. Tout est bon, quoi. Tout est, surtout si c'est festif, joyeux, positif. Montrer qu'on est là. On lâchera pas. On est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus motivés parce que on nous arrêtera pas. Donc, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin des jeunes. On a besoin. Le collège, ça bouge. Là, il y a des jeunes. Une jeune qui s'est initiée aux écureuils, une jeune Cap-Bretonnaise. Elle passe sa 2e nuit avec eux. Elle s'est engagée. Elle a sauté le pas. Ça l'a fait bouger. Et tout ça, c'est des petites boules de neige ou des petits ruisseaux qui vont faire des grandes rivières. On y croit. Mais on a besoin de tout le monde. Ouais. Mobilisons-nous. On a besoin de force, de de soutien, de chaleur, d'événements, de médias. Allez chercher les médias, parlez-en autour de vous. Et peut-être, je sais pas, quelqu'un connaît quelqu'un de très haut placé, il pourra faire basculer, bouger notre moratoire. J'ai une baguette magique. Trop bien. Qui tu as envie là qui vienne connecter le collectif? Tout le monde, des joueurs de rugby, on a des gros clubs de rugby dans la région, souvent ils habitent sur la côte. Venez nous aider, mobilisez-vous avec nous, emmenez vos enfants, expliquez-leur. Des gros surfeurs de tous les pays, des acteurs, des chanteurs, et même des inconnus. Parce qu'on est tous capables de faire des super choses, des grandes choses. On avait une super vidéo, là, on a un jeune qui nous avait fait, au début des travaux, qui nous avait fait une vidéo qui a fait des milliers de vues. C'était juste génial. Et il a parlé avec son cœur, il a monté ses images, il a envoyé un drone,
C'est génial, tout ça c'est super. Des DJ qui viennent nous faire des sets, là j'ai mon sweatshirt, là on a des créatifs, des designers qui nous ont fait des dessins super qu'on a dans le dos, qu'on a sur nos t-shirts. On a eu une planche de surf qui a été dédicacée aussi par des shippers du coin. Il y a les Chipiron, la famille aussi, la marque Chipiron dans la région qui se mobilise. On a des plasticiens, des photographes. Tout ça c'est super important. On a besoin de tout le monde. Oui. Après, c'est vrai que s'il y avait quelques têtes connues, ça accélérerait encore un peu plus peut-être. Amenez-nous des grosses têtes. Oui, on cherche les grosses têtes. Les grosses têtes. Francis Cabrel, il habite à Osgore, faut qu'on aille le chercher. Lisa Razou. Non, mais tous ces gens-là, faut aussi... on avait une baguette magique. On rêvait, Paul Watson, bon, le pauvre, on va peut-être le laisser se reposer un petit peu. Mais ça va lui parler, le gouffre, le couloir des cétacés. Ouais, nous, on l'accueille demain, à bras ouverts. On est très accueillants ici. Bon, le message est passé. De un, vous n'allez rien lâcher, bien au contraire. Donc, David contre Goliath, peut-être, mais vous n'allez rien lâcher. Du tout. Et puis, voilà, tout le monde est bienvenu, quoi. Ouais, on vous attend tous. On va gagner. Il y a des projets, des manifestations, des mobilisations à venir. Il y a toujours plein de trucs. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de gens pour nous aider à faire des choses. On peut pas tout dévoiler parce qu'il y a des choses qui sont un peu encore secrètes, mais comptez sur nous. On a plein d'idées, on a plein de choses qui vont dépoter et on est de plus en plus nombreux. Maintenant, il y a d'autres associations qui viennent nous aider. Donc, on est encore plus intelligents, encore plus créatifs et on va sortir plein de choses. Suivez-nous sur les réseaux, suivez notre actualité. Quel était le message que tu voulais transmettre aujourd'hui ? Rien n'est perdu. Faut y aller. Tant qu'ils n'ont pas appuyé sur l'interrupteur, cette ligne, elle n'existe pas. On peut donner l'exemple de cet agriculteur exploitant de vaches laitières. Oui, ça nous a donné beaucoup d'espoir. Le tribunal de Caen a condamné RTE en novembre dernier, là, il y a quelques mois, et à une indemnité de 144 000 €, il me semble, à reverser à cet agriculteur. Il est producteur, il a des vaches laitières, il produit du lait et il s'est battu comme un chiffonnier. Ces vaches n'étaient pas bien, malades, moins de lait. Elles sont sous des lignes aériennes, très haute tension. Il s'est battu, il a prouvé, il y a eu des études et il a eu gain de cause parce que le tribunal de Caen a condamné RTE à indemniser cet agriculteur. Et on a des cas, en Grèce, on a un exploitant qui fait de la volaille, qui a des œufs, qui a des chevaux, qui a des cultures, et lui s'est battu aussi comme un fou pour préserver son champ, pour préserver ses animaux, pour préserver son bois. On est allé l'aider d'ailleurs avec des banderoles, on a essayé d'aller discuter, il était très inquiet parce qu'à 1 mètre de profondeur, il peut crocheter avec ses machines, ses câbles de 400 000, donc c'est pas neutre. Il a demandé à ce que RTE l'enfouisse plus profondément. RTE a dit non, a dit c'est trop cher, c'est comme ça et pas autrement, pour une indemnité dérisoire, vraiment se foutre de la gueule du monde. Et il s'est battu, il a résisté tant qu'il a pu, parce que c'est aussi son commerce, son métier qui est impacté, et puis son environnement, parce qu'il est forcément hypersensible à ça. Et il a vu arriver un huissier avec des gendarmes qui lui ont dit que tout jour de retard lui serait imputé et une amende de 23 000 € par jour lui serait demandé. Donc c'est ça c'est juste inadmissible. Si c'est pas de la violence, si c'est pas du mépris, qu'est-ce que c'est ? Mais on l'aidera, on continuera. Là on pleure devant son champ parce que c'est juste horrible. Ses chevaux sont les pieds dans l'eau au milieu des tubes des gaines de RTE. Là aussi c'est à pleurer. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? Je sais pas, c'était assez complet. On a balayé plein de choses. On a tous des enfants, on en a parlé de près ou de loin, mais comment ne pas se mobiliser pour ces générations-là ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc la question c'est, nous posons pas de questions. Allons-y, il faut se battre. Le vivant, c'est évidemment nos enfants, nos familles, mais les impacts que ces coupes en forêt, que ces dunes dézinguées, que ces pistes cyclables à emprunter, on n'a pas le choix. Faut vraiment y aller, il y a pas de questions à se poser. Comme on avait aussi pas mal parlé en off, est-ce qu'il y a des infos qu'on aurait oubliées, comme on avait partagé aussi pas mal en amont, ou est-ce qu'on a dit l'essentiel ? Bon, on a dit pas mal de choses. En tout cas, l'actu bouge, donc restez connectés sur les réseaux pour voir un petit peu ce qu'il en est. Complètement, elle bougera de plus en plus, on est de plus en plus nombreux, plus en plus de monde se mobilise.
J'ai vu que vous étiez, entre guillemets, menacé de dégager les lieux sous 24 heures. Vous aviez reçu un sympathique courrier. Ouais, mais C'est que des mots. Bah, on sait pas parce qu'ils sont un peu tous sur les dents, parce qu'ils ont peur. Mais encore une fois, on est des gentils. Alors après que la colère monte, bah ouais, mais à force de nous claquer le bec sans arrêt, nous déconsidérer, nous diaboliser, bah ils ont généré de la colère. Donc nous on maîtrise pas tout le monde. On n'a pas envie que ça devienne un champ de ruines, ce qu'on adore et nos communes. Mais il y a un moment on a envie de dire ça va nous échapper. Donc qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous on a alerté, ça fait des années qu'on dit attention, on va dans le mur, attention les machines arrivent, attention les commerces vont être impactés. Là on discutait ce matin, ça c'est peut-être un point qu'on n'a pas abordé, mais avec un commerçant de la zone P2Ber, qui est un poumon économique de notre région autour des métiers du surf, des boutiques, des shapers, et puis toute une économie qui grouille autour de ça. Et ben il y a un commerçant qui est venu nous voir ce matin en nous disant j'ai pas un rat, j'ai plus personne. J'ai fait 150 € de chiffre d'affaires et je devrais en faire 1000 sur la matinée. Moi, si ça dure comme ça 3 mois, je dépose le bilan. Donc là, il y a des vraies inquiétudes, des vrais enjeux économiques. Et on l'a dit, il y a 3 ans, je me souviens, on avait fait une réunion avec le collectif des commerçants, mais on avait eu 6 personnes. Donc là, oui, les machines arrivent, là, les voies d'accès pour les boutiques sont fermées, les chiffres d'affaires vont baisser. Comme on disait, parfois, malheureusement, tant que ça touche pas à son propre portefeuille, il n'y a pas de réaction, ou on n'imagine pas les répercussions que ça peut avoir. Les conséquences. Et là, ça y est, les routes sont fermées pour au moins 3 mois. 3 ou 4 mois, ouais. Et donc là, il va y avoir des impacts aussi. Mais bon, il faut que les commerçants se mobilisent aussi. Il faut qu'aussi ils disent qu'ils sont en colère. Il faut qu'ils nous rejoignent. Alors il y en a certains qui nous ont rejoints. Il y en a certains dont certains qui étaient là au goûter des écureuils avec leurs enfants, parce qu'ils ont bien compris. Et des gros pontes des marques de surf. Là, Oxbow s'est engagé comme on l'a dit, mais on en attend d'autres. Et là, ils se rendent compte. Et leurs salariés aussi leur demandent des comptes, parce que c'est des habitants d'ici qui vivent ici tout le temps. Donc ils seront sur les plages, sur les pistes. Ils ont peut-être des maisons au bord des pinèdes qui sont zigouillées. Donc ouais, il y a une vraie conscience collective à tous les niveaux. Et tant mieux. Mais ne traînons pas. Unissons-nous tous, commerçants, familles, pêcheurs, sportifs, acteurs, scientifiques, écolos, parents, profs, jeunes, vieux. On a vraiment besoin de tout le monde, ouais. Merci Sophie. Merci de nous donner la parole. C'était un chouette moment aussi. Ouais. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, parce que je sais que t'es par Mons et par Vaux. Donc merci de m'avoir aussi accueilli pour parler de tout ça. On mettra donc tous les liens pour connecter votre collectif donc dans la description de l'épisode. S'il y a besoin, moi je vous redonne la parole. Petit média qu'il est, on vous tiendra au courant de notre actualité. Ouais, avec grand plaisir. Ok. Oui. Tu veux dire quelque chose? Oui. Il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé qui me revient là. C'est une autre de nos questions. Et plus ça va, et plus moi ça m'inquiète, c'est que ces câbles à 1 mètre dans la forêt, on sait que nos régions, nos pinèdes, en Gironde, on a assisté à des incendies, avec des incendies qui duraient plusieurs jours, la tourbe qui brûlait plusieurs jours, voire semaines. Et on s'est dit à plusieurs reprises, et si dans ces pinèdes-là, dans lesquelles seront enfouis à 1 mètre ces câbles, un jour on aura un incendie. On ne le souhaite pas. Et si un jour on a un incendie, puisqu'on a exactement les mêmes forêts, qu'est-ce qui deviennent ces câbles? Qu'est-ce que ça devient, ce béton, ce plastique? Il y a peut-être des PFAS, il y a peut-être des mousses, il y a peut-être des vernis, il y a peut-être des isolants, il y a peut-être des peintures. Ça devient quoi quand ça crame, quand ça fond? Donc RTE, on leur a posé une fois la question, ils nous ont dit, déjà on arrête le réseau. Ok, déjà, ça serait bonne chose d'arrêter le réseau. Mais après, cette pollution-là, ça donne quoi? Point d'interrogation. Ça, c'est une angoisse aussi. Est-ce qu'il peut y avoir un accident électrique? C'est-à-dire, il peut y avoir un incendie dans la forêt et on peut se poser la question de comment ça va impacter les lignes et qu'est-ce qui va se passer? Un joli feu d'artifice ou... Ouais, on ne sait pas. Ou est-ce que les lignes peuvent... est-ce qu'il peut y avoir un accident électrique sur les lignes et ça peut causer... Peut-être. Ouais. Et après, on se dit, autant que ça se passe le long de l'autoroute, plutôt que près de là où on vit, s'il se passe un bug comme ça.
Oui, parce que toi, là-bas, t'es à quelques centaines de mètres. Même Ah pas. ouais, nous on est vraiment pas loin, mais comme toutes les maisons du quartier, comme à la Clairière-aux-Chênes, comme au Gaillou, comme à Sorts, comme il y a plein d'endroits où on sera très près, ouais. Et une autre question à laquelle on n'arrive pas à répondre, une autre incohérence, c'est que comme on disait, le long des autoroutes ou des voies ferrées, il y a déjà des réseaux qui passent. Le prochain projet d'RTE, qui s'appelle le Land Navarre, qui est encore dans les cartons, mais il commence à déjà y avoir de la littérature dessus. On a vu des tracés. Ce projet-là, cette ligne-là, passerait le long de l'autoroute. Donc là, on comprend pas. On se dit, si vous le faites pour cette ligne-là, aucun sens de le faire pour ça. Après, comme on disait, est-ce que ces atterrages, ils en ont besoin il y a aussi les éoliennes qui vont nous arriver. On a 3150 éoliennes, là, qui vont nous arriver sur la façade atlantique. On aura notre lot en Gironde et dans les Landes et au Pays Basque. Alors bon, certes, elles seront peut-être loin, elles seront pas peut-être d'incidence sur les vagues, ou même visuelles, très bien. Mais les câbles électriques de ces éoliennes devront revenir sur la terre ferme. On se dit, ces câbles, si on a ce contournement terrestre, on va peut-être se taper. C'est peut-être pour ça aussi que les tuyaux font 3 mètres les tunnels font 3 mètres de large, parce que c'est bien trop gros pour 4 câbles de 400 000 volts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que dans leur tête, on va avoir aussi ces câbles d'éoliens qui vont venir passer aussi par notre contournement terrestre. Et on a eu vent aussi d'une ligne Angleterre-Maroc qui s'appelle Links, qui aujourd'hui passe par le gouffre. Alors, est-ce que nos ingénieurs français sont moins bons que les ingénieurs anglais? Les Anglais seraient capables de passer par le gouffre. Nous, on nous a dit que c'était pas possible. Ou est-ce que cette ligne-là, on aura même motif, même punition? Ils vont nous dire au bout d'un moment, finalement, le gouffre, on le passe plus. Mais RTE, trop bien, ils ont un contournement terrestre, là, tout fait, tout joli. Mais nous, on veut pas devenir un carrefour mondial électrique. Mais comme s'ils préparaient le terrain pour les projets à venir, quoi. C'est une angoisse aussi. C'est une question aussi. Mais beaucoup de questions. Mais on pourra se revoir pour reparler de l'état d'avancement. Ça n'existe pas aujourd'hui, donc ne leur donnons pas trop d'importance et d'attention. Ouais. Mais peut-être qu'ils y pensent. On a vu sur LinkedIn des échanges d'experts du monde du câble, de l'électricité, dire mais pourquoi vous utilisez pas tel type de câble? Alors nous, on n'y connaît pas grand-chose, mais on s'est renseigné, on est allé lire un peu, qui aurait nécessité beaucoup moins, enfin des trucs beaucoup moins gros, quoi, beaucoup moins impactants du coup pour l'environnement par ricochet. Mais on n'a pas de réponse. Ni la composition des câbles, ni pourquoi ils ont choisi ça, ni qui va les faire, qui va les fabriquer. On a tellement de questions qui restent, c'est tellement opaque que c'est flippant. Voilà. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.